Madame, Monsieur, merci de nous regarder dans le cadre de ce programme Le Métronome. Dans ce deuxième acte de cette émission, nous aborderons les suites de l'affaire dite affaire Guy Nzuba Ndama, le président du parti politique Les Démocrates, parti de l'opposition gabonaise qui bénéficie d'une liberté provisoire après qu'il ait été auditionné par le procureur de la République, Guy Nzuba Ndama, qui défrait la chronique depuis le samedi 17 septembre dernier suite à son arrestation avec des valises contenant la rondelette, somme d'1,190 milliard de francs CFA. Depuis, l'affaire fait couler encre et salive. Et pour aborder cette thématique, son impact et les suites justement de l'affaire Guy Nzuba Ndama, je reçois sur le plateau de votre émission Le Métronome Marcel Libama, acteur de premier plan de la société civile gabonaise. Il est conseiller stratégique au sein de la CONACYCED et membre fondateur du COPIL citoyen. Marcel Libama, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous faire l'honneur de prendre part à cette émission, Le Métronome. L'actualité donc au Gabon est axée ou consacrée donc à cette affaire Guy Nzuba Ndama depuis le 17 septembre dernier. L'ancien président de l'Assemblée nationale du Gabon a donc été arrêté à la frontière entre le Gabon et le Congo avec la somme d'1,190 milliard de francs CFA. Cette information a fait le tour des rédactions, le tour de la planète même, puisque cette information a été abondamment commentée sur les réseaux sociaux à travers le monde. Alors, on vous connaît comme étant un homme engagé dans le cadre de vos activités au sein de la société civile gabonaise, ayant souvent eu le verbe haut pour dénoncer un certain nombre de pratiques, notamment la corruption dans notre pays. Lorsque vous avez vu les images, vous avez vu cette vidéo circuler sur les réseaux sociaux des valises contenant 1,190 milliard de francs CFA, comment est-ce que vous avez réagi? Bon, à titre personnel, ce que j'ai vu n'honore pas notre pays. N'honore pas notre pays parce que nous nous intéressons beaucoup aux faits divers. Et quand on jette les gens en pâture, je l'avais déjà dit lors de l'arrestation de l'ancien directeur de cabinet du chef de l'État, nous devions avoir l'éthique et le respect de la dignité humaine. Parce que tant que quelqu'un n'est pas jugé, il y a ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Donc, on en a fait un peu trop. Parce que pour moi, ce que j'ai vu, c'est vraiment le pipi des chats. À comparer avec ce que nous avons entendu lors des procès du directeur général de Gabon Oil Petrol. Je rappelle que Oil Petrol, c'est la société qui vend la part du pétrole du Gabon à l'extérieur. Vous parlez de la Gabon Oil Company, oui, qui vend le pétrole du Gabon. Alors, si vous avez suivi ces procès-là, il y a eu vraiment des révélations. Parce que le vrai problème qui devait nous intéresser aujourd'hui, c'est celui de la moralisation de la vie public. On va y en venir. Si nous suivons les événements, je voulais avoir votre point de vue par rapport à l'image de ces liasses de billets mises sur les réseaux sociaux dans un pays où 90% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Est-ce que vous pensez que ce sont des images qui incitent justement à ce qu'il y ait cette confiance qui devait exister entre les populations, la majorité pauvre et les acteurs politiques, traverser une frontière avec plus d'1 milliard de francs CFA dans des valises? Est-ce que ce n'est pas choquant? Est-ce que ce n'est pas rebutant? Moi, à titre personnel, pas du tout. Si ce milliard-là quittait le Gabon pour l'extérieur, ça me choquait. Mais si ça vient au Gabon, ça ne me choque pas du tout. Je voudrais... venant d'un pays étranger. Je voudrais d'abord faire la différence entre les autres Gabonais et moi. Je suis un acteur de la lutte contre la corruption. Je suis l'un des membres de la réalisation de la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Je connais la corruption au Gabon. Nous perdons chaque année plus de 500 milliards qui quittent le Gabon pour l'extérieur. Les fuites de capitaux. Les fuites de capitaux.
plus de 500 milliards par an. Vous imaginez, s'il n'a pas mot. Et là, c'est 1 milliard qui arrive l'élection pour le Gabon. On devait même s'en réjouir. D'accord. On devait même s'en... Non, du peu. Parce que si on avait arrêté 500 Gabonais, je ne sais pas, ou 300 Gabonais qui avaient planqué de l'argent à l'extérieur et ramené au Gabon, mais c'est tout bénin pour nous. Donc, la vraie question, parce qu'il ne faut pas détourner les Gabonais des véritables problèmes de notre pays. Parce que le problème à l'heure actuelle, M. Sinela, c'est la crise multidimensionnelle. Non, restons d'abord sur ce fait d'actualité avant d'en arriver sur la situation actuelle dans laquelle se trouve le Gabon et les pays du monde entier en rapport avec la flambée des prix. Si vous analysez que ce problème, vous ne comprenez pas le contexte, vous passez à côté. Non, on comprend tous le contexte. Mais on est sur le problème. Vous avez parlé tout à l'heure de la moralisation de la vie publique avant de revenir. Combien mesure les ravages de la corruption dans notre pays? Si le président de la République lui-même a pris cette décision de supprimer, de dissoudre le ministère des Travaux publics, je suis convaincu que le président de la République a découvert un poteau rose. On va y arriver. À ce niveau-là. Allons par Donc, étapes. à côté de cela, allons par étapes. Ce qu'on a montré à la télévision, c'est vraiment du folklore. C'est de la diversion. On a 52 minutes. Marcel Ibam, on a 52 minutes, donc on va y arriver. Revenons donc sur cette affaire. Guinzo Bandama, qui est quand même un acteur politique de premier plan au Gabon, ancien président de l'Assemblée nationale, plusieurs fois ministre de la République. Alors, 1,190 milliard de francs CFA. La justice souhaiterait savoir l'origine et l'utilisation de ces fonds. Ça pose nécessairement le problème du financement des partis politiques sans qu'on ait déjà le procès verbal après qu'il ait été auditionné par le procureur de la République. Mais Guinzo Bandama est leader d'un parti politique, le premier aujourd'hui au niveau du Gabon, parti de l'opposition. Le financement des partis politiques au Gabon, doit-on le toiletter? J'ai reçu Pierre Claver Monganga Moussavo qui estime, lui, qu'il faudrait nécessairement, pour éviter ce genre de dérapage, il faudrait que le gouvernement finance le fonctionnement des partis politiques. Est-ce que vous êtes d'accord? Non, mais moi d'abord, il n'y a pas de dérapage. C'est une pratique qui est courante au Gabon. Je vous ai dit que chaque année, il y a l'évasion fiscale est un sport dans ce pays. Alors, faire rentrer des milliards de francs CFA sans les justifier? Mais d'abord, non, ça revient d'où ces 5 milliards? Il vient de quel pays? Le Congo-Brazzaville. Mais bien sûr, en Afrique centrale, logiquement, il doit y avoir dans les textes la libre circulation des personnes et des biens. Ça existe et des capitaux. Sous contrôle. Mais bien sûr. Mais voilà, alors la libre circulation est consacrée dans l'espace. Mais il faut tout de même... C'est parce que Nzouba est un acteur politique et qu'on veut régler ses comptes à un adversaire politique. Il y a des gens, moi je voyage tout le temps, il y a des gens qu'on arrête dans les aéroports, ça ne fait même pas de bruit. Mais même à Roissy, je connais des Gabonais qu'on arrête à Roissy avec des paquets d'argent. La télévision ou les médias français ne montrent jamais ces acteurs politiques. Marcel Ibam, est-ce que vous pensez que vous pouvez sortir de la France avec une telle somme de la France pour la Suisse ou un autre pays de l'espace Schengen sans pouvoir justifier? Mais non. Il y a des règles. Mais voilà. Il y a des règles. Donc ces règles-là existent aussi dans l'espace CEMAC. On parle de justifier justement. Je pose la question. Quels sont les dispositifs au Gabon qui sont prévus en matière de prévention des conflits d'intérêts, en matière de corruption? Quels sont les dispositifs? Non, on va y arriver. Revenons d'abord. On est sur un Mais les pays dont vous me citez, les pays dont vous me citez, vous parlez des pays dont vous me citez. Est-ce que vous savez que les partis politiques sont financés en France? Est-ce que vous savez que les campagnes électorales sont financées en France? Les campagnes électorales sont plafonnées. Or, chez nous au Gabon, il n'y a pas de plafond. Mais est-ce que c'est ce qui justifie? Il y a même une débauche des moyens lors des campagnes. Est-ce que c'est ce qui justifie qu'on puisse passer d'une frontière à une autre avec plus d'1 milliard de francs CFA, ça, sans justifier la provenance de ces fonds, Marcel Ibama? C'est là la question que je pose. Moi, je peux comprendre. Pourquoi? Moi, je peux comprendre. Dans un pays où, à certains, tout est permis, et à d'autres, tout est interdit. Non, donc vous avez une lecture à géométrie, variable. Moi, je suis dans la réelle politique. De la situation. Moi, je suis dans la réelle politique. Je ne suis pas dans le folklore. Mais les acteurs politiques n'ont-ils pas
acteurs politiques confondus, hein, de la majorité comme de l'opposition, est-ce qu'ils n'ont pas un devoir d'exemplarité, vis-à-vis de la population? Les Gabonais nous regardent. Mais je suis tout à fait d'accord. Je vous cite les noms. Ange Patassé, ancien président de Centrafrique. Même le président actuel de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'ils ne sont jamais venus? Je peux vous donner les noms. J'en ai une liste. Le président Bongo était quelqu'un de très généreux. Oui. Il a aidé beaucoup d'opposants africains, y compris même Nelson Mandela. C'est pourquoi vous avez vu le président Nelson Mandela faire son premier voyage ici, en Afrique. L'argent partait d'où? C'est l'argent du contribuable gabonais qui sortait dans les caisses, dans les mallettes. Allez-y lire les affaires africaines. Mais le problème qui se pose aussi, c'est que après que Guizo Bandama a été auditionné par le procureur de la République, vous avez lu dans la presse, il y a eu finalement une version qui diffère de la première qu'il a donnée lorsqu'il a été entendu par le substitut du procureur à Franceville. Non, mais là, nous sommes encore dans le secret de l'instruction. Vous voyez? Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont... La justice ne se fait pas sur les plateaux de télévision. Laissons la justice faire son boulot. J'ai comme l'impression que nous sommes maintenant en train de faire le procès de Guy Dzuba Ndama. N'oublions pas une chose, que Guy Dzuba Ndama a occupé dans ces pays de très hautes fonctions. Je ne sais pas combien d'années il est resté directeur général de Bourses et Stages. Il a été ministre, pas n'importe lequel, du Bamout, l'éducation nationale. Il est resté près de 2 décennies. 19 ans. 19 ans, près de 2 décennies. Président de l'Assemblée nationale. Guy Nzouba Ndama, c'est le grand ami de Roch Kaboré, l'ancien président de... Je ne vais pas parler de son carnet d'adresse. Donc, ce qui me fait douter, vous savez que la forme trahit le fond. Je reviens toujours sur les procès qu'on a eus là. La manière dont on a exhibé dans la prison les images de Bla, dont on a exhibé les Ndundangoy et autres qui sont en prison, ça cachait quelque chose. Il y avait une envie de régler des comptes, une envie d'humilier, une envie de déshonorer. Et ça, en tant que défenseur des droits de l'homme, allez lire la Constitution, dans son article 1er, alinéa 1. Alors, Guy Nzouba Ndama, donc, est au cœur d'une affaire connue aujourd'hui aux 4 coins de la planète. L'affaire continue donc son instruction, oui, évidemment, puisqu'il a été mis en liberté provisoire en attendant la poursuite des enquêtes menées par les spécialistes de l'appareil judiciaire. Vous aviez parlé, Marcel Libama, donc, du problème du financement des partis politiques. C'est un grand leader politique, du premier responsable donc, du premier parti de l'opposition aujourd'hui au Gabon, le financement des partis politiques. Je vous ai dit que Pierre Claver Manganga Moussavou estime que cette situation est arrivée parce que les partis politiques ne sont pas financés au Gabon. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il y ait un financement des partis politiques dans notre pays, que tout ça soit encadré, même si on sait que les partis bénéficient déjà des fonds pour ceux qui sont élus, mais également des fonds lorsqu'ils présentent des candidats à différentes élections? Mais ne nous leurrons pas. Regardons notre pays en face. Le financement des partis existe sur le papier, mais dans la réalité, le financement des campagnes existe sur le papier, mais regardez la réalité. Je prends la dernière élection jumelée, les locales et la députation. Mais le petit financement est arrivé 1 semaine après la campagne, alors que d'autres partis avaient déjà les financements. Donc, il y a dans l'envie de la conservation du pouvoir, parfois ceux qui jouissent des règnes, des cordons de la bourse, font exprès, ils laissent démarrer la campagne, et puis dans la milieu de la campagne, parce que vous allez avoir l'argent 3 ou 4 jours avant la fin de la campagne. Vous voyez, ça vous pénalise. Mais pourquoi on doit financer, je vais vous le dire? On le finance pour éviter que des puissances extérieures, parce que si vous ne financez pas les gens, qu'est-ce qui va se passer? Quelqu'un peut aller, je ne sais pas, en Colombie ou en Russe, va trouver un magnat, un oligarque russe, et se faire financer par lui. Et ce candidat-là, demain, peut être un candidat qui est sous l'aile titulaire de ce dernier. Donc, pour rendre l'autonomie
aux candidats. C'est pourquoi les grands pays démocratiques donnent les moyens et les plafonnent. Or, vous voyez dans un côté, il y a ceux qui n'ont absolument rien et il y a d'autres qui ont une débauche des moyens. Parce qu'il m'est arrivé, en République populaire du Congo, retrouver les gadgets de campagne du Gabon qui se vendent à prix d'or à l'extérieur. Surtout à l'époque d'Omar Bongo, je voyais les montres, les belles montres du président de la République s'arracher à prix d'or. Les gens en vendaient. Parce que les gens avaient tellement, il y avait tellement de montres, on en a distribué, il en restait encore. Alors, vous êtes un acteur de la société civile de premier plan dans notre pays. Vous êtes engagé dans des combats comme celui de la préservation des libertés, les droits de l'homme, la lutte contre la corruption. Vous avez fait référence tout à l'heure aux mallettes. Il y a Pierre Péan qui a écrit La République des mallettes. Notamment, ce sont des pratiques qui sont établies malheureusement dans les milieux politiques, même en Occident, évidemment, même en Occident. Tous les leaders français, si vous savez pas mot, viennent ici, viennent au bord de mer. Mais justement, mais par rapport à votre combat au niveau de la société civile, la lutte contre la corruption, est-ce que vous pensez que ce genre d'image-là rassure l'opinion en général, qu'il y ait autant d'argent qui traverse les frontières, alors que vous engagez des combats contre la corruption, contre la moralisation de la vie publique? Les gens souffrent, les gens sont pauvres, mais il y a des milliards qui traversent les frontières. Mais, vous savez, ce pays, nous avons, depuis près de 10 ans, une stratégie nationale de lutte contre la corruption. Nous avons mis en place des comités de pilotage. Jusqu'alors, rien ne bouge. Rien n'est fait dans le sens de la lutte contre la corruption. Nous dépensons dans le budget de l'État près de 0,04% pour la lutte contre la corruption. Alors que des pays moins grands que le Gabon, comme l'île Maurice, et ils dépensent près de 0,4%. Quand on lutte contre la corruption, Monsieur Pambo, une partie des fonds arrêtés ou attrapés sont injectés dans la lutte contre la corruption. On nous a montré les images qu'on avait ramassé les caisses dans le domicile d'une personne. On avait vu des voitures que j'ai vues moi-même au niveau de la DGR. Mais aujourd'hui, ces fonds-là qu'on avait ramassés, ces voitures-là qu'on était parti prendre, c'est où? Nulle part. Or, ces fonds-là, une partie de ces voitures-là, devaient servir, même à la douane, quand vous attrapez des voleurs, il y a un pourcentage. Là, on remet à ceux qui ont attrapé ou à ceux qui luttent contre la corruption. Or, la lutte contre la corruption est un parent pauvre. Prenez-moi tous les ministères de la République. Regardez tous nos ministères, tous nos départements ministériels. Aucun n'a une cellule de lutte contre la corruption. Aucun n'a une inscription budgétaire en matière de lutte contre la corruption. Mais il y a un ministère dédié pour la cause? Non, elle ne sait que faire des affiches, rien d'autre. Il n'existe pas au Gabon une politique publique en matière de lutte contre la corruption. Alors, parce on a quand même une administration qui existe dans ce sens-là. On a certaines structures, on a la Cour de compte, on a la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite, on a le ministère de la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. Il y a ces opérations qui sont souvent menées en Guinée, Mamba, Scorpion, des personnalités qui ont occupé des hautes responsabilités dans l'administration publique, au gouvernement, qui sont en prison. Donc, est-ce que ce n'est pas déjà un début, justement, manifeste de lutte contre ce fléau? Non, ces institutions, pour notre part, au niveau de la société civile, elles ne sont là que pour faire plaisir aux institutions internationales comme le FMI, la Banque mondiale, pour dire qu'il y a lutte. Vous savez que depuis qu'on a créé la Commission nationale de lutte contre la corruption, il n'y a eu aucun procès dont le dossier émane de la corruption. Ça veut dire qu'elles sont inopérantes. Dites-moi un rapport annuel. Là, on vous a dit que voilà, la corruption était à tel niveau-là. Maintenant, grâce à cette lutte-là, nous sommes maintenant parvenus à l'endiguer ou à freiner. Rien du tout. C'est pour vous dire que c'est du cosmétique, c'est du vernis gratté. Vous allez voir qu'en bas, il y a du bois. Alors, il y a les organismes internationaux, notamment
les bailleurs de fonds internationaux qui accordent une place prépondérante à cette lutte contre la corruption dans le monde et notamment en Afrique, vous en tant qu'acteur de la société civile, notamment ce qui concerne la mise en relief de tous les mécanismes qui rendent possible la bonne gouvernance, à quel niveau ça cloche et que faut-il faire pour que justement on puisse faire un bond qualitatif dans ces efforts qui sont faits dans le cadre de la lutte contre la corruption? Mais sachons, nous aimons être dans le spectaculaire, dans le sensationnel. Or, chez les autres, quand on vit un certain nombre d'événements, on en tire des conclusions. Hein, on prend des lois organiques, des lois ordinaires, on met en place des mécanismes, on met en place des garde-fous. Vous êtes des journalistes. Vous avez un code de déontologie. Mais au niveau des hommes politiques, est-ce qu'il existe un code de déontologie? Il n'y a pas. Il devait y avoir une haute autorité pour la transparence de la vie politique. On devait exclure, par exemple, les emplois familial. Vous avez suivi la campagne en France. Mais est-ce que le Conseil national de la démocratie ne pourrait pas jouer ce rôle-là? On a vu que le CND est sorti du bois lorsqu'il y a eu ce dérapage de la part de Maxani Sekoumba, qui s'était pris à une communauté au Gabon. On a vu que le ministère de l'Intérieur a également réagi. Est-ce que le CND ne pourrait pas jouer ce rôle? Non, absolument pas. Parce que c'est vraiment technique. Hein. Je vous donne un exemple. Les députés, les sénateurs, le président de la République, les présidents des corps constitués, quand ils rentrent en fonction, ils font une déclaration des biens. Ils font une déclaration des biens. Mais ces déclarations-là ne sont pas vérifiées. La Commission nationale de lutte contre la corruption n'a pas l'expertise pour vérifier la véracité de ces biens. Autre chose, cette commission-là aussi devrait donner un avis sur l'évolution de ces biens. Parce que lorsqu'on a un certain nombre de biens, mais quand on a passé 10 ans, on a passé 12 ans, on a passé 15 ans, on aimerait bien savoir quelle est la situation de ces biens, ils ont évolué, dans quelle proportion. Donc il faut cet organe-là, qu'on pourrait appeler comme on veut, mais une haute autorité pour la transparence dans la vie publique, pour regarder les plafonnements des campagnes, pour regarder le financement des partis politiques. Parce que vous savez que la politique, c'est une passion. Lorsque vous bloquez les gens, vous ne financez pas les gens, mais la nature a horreur du vide. La nature a horreur. Les gens, les passionnés de politique vont tout faire pour faire venir de l'argent de l'extérieur pour l'intérieur du pays. Pour moi, prendre l'argent de son pays, amener à l'extérieur, c'est très grave. Prendre l'argent à l'extérieur, amener au Gabon, moi je dis que c'est une bonne chose. Si tous les voleurs de la République, chacun pouvait ramener un peu au pays, le pays s'en porterait un peu mieux. Pour quelle utilisation? Mais dans les pays des autres, lorsqu'on fait des commissions vérité et réconciliation... Et les voleurs en question, vous les avez identifiés? Mais ils sont identifiés. Parce que dans le cadre de vos activités en tant qu'acteur de la société civile. Mais bien sûr, vous êtes au courant que nous-mêmes, on a déjà tenté des procès contre certains dirigeants dans ce pays. Allez demander au procureur de la République. Nous avons déjà porté plainte contre le procureur de la République à la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite. Nous faisons notre boulot. Sauf que ça, personne ne fait de la publicité. Personne n'a fait de la publicité. Dans ce pays, on a vu le relevé bancaire d'un procureur de la République. Ça m'a fait jaser. Un procureur qui avait des sommes énormes qu'il recevait par semaine. Ça n'inquiétait personne. Parce que on est dans la situation des emplois familiaux. Or, il faut interdire, moi j'insiste, que lorsqu'on est président de la République, lorsqu'on est membre du gouvernement, président d'une institution, député, il faut éviter des emplois familiaux. On ne doit pas payer les parents avec le fonds public. S'il veut faire travailler sa femme, il veut faire travailler son enfant, il veut faire travailler son neveu, il veut faire travailler ses petits-fils, qu'il paye de sa poche, mais pas dans la poche du contribuable. Or, les entourages de nos dirigeants sont des entourages familiaux, et ceux qui entourent parfois les présidents et nos dignitaires sont aussi les hommes d'affaires, d'où le conflit d'intérêts.
On ne peut pas servir le président de la République et être patron d'une entreprise privée. Est-ce que vous pensez, Marcel Libama, que l'affaire Guinzo Bandama devait être une béquille pour les pouvoirs publics afin justement d'aller dans ce sens de la moralisation de la vie publique ou d'instaurer une moralisation au sein de l'espace politique national? Moi, je ne le pense pas. Pas du tout. Ça ne va pas servir au Gabon de leçon. Parce que ce que j'ai entendu au procès de Tanassa, ce que j'ai entendu au procès de Haïk, au procès de Ndunangoy et bien les autres, n'a pas fait lieu, n'a pas donné lieu à une grande mobilisation autour de la moralisation de la vie publique, autour des mécanismes, je dis bien des mécanismes de prévention. Ça n'a pas bougé. Ce n'est pas pour le petit milliard là. Si pour 500 milliards qui sortent, on ne fait rien chaque année, on laisse toujours, on ne met pas les garde-fous. Je ne pense pas que c'est pour ce petit règlement, ce petit règlement de compte que les choses vont changer. Au contraire, nos autorités... Vous parlez de règlement de compte comme si on avait mis de l'argent dans les valises de Guinzo Bandama, alors que ce sont ces valises à lui-même qui revenaient du Congo-Brazzaville. Règlement de compte quand même. C'est un peu fort de café quand même. Il faut suivre mon regard. Si M. Nzubandama était toujours président de l'Assemblée nationale, et on l'aurait surpris avec ça, je vous assure que personne n'aurait dit mot. Omar Bongo aurait dit faites passer. Je vous dis, je le répète. Non, laissez Omar Bongo reposer. Non, je vous dis, si Nzubandama n'était pas dans l'opposition, n'était pas candidat pour la prochaine élection présidentielle, il était président de l'Assemblée, il était DGB, il était des impôts au Gabon, là, on n'aurait rien fait. Parce que la loi s'applique sur certains et pas d'eux. Est-ce que la situation devrait rester en l'état? La situation n'est pas restante. C'est pourquoi nous disons, sortons de l'émotion. Sortons de l'actualité, mais construisons des outils de prévention des conflits d'intérêts, de prévention des emplois familiaux, de prévention d'enrichissement illicite. Voilà ce à quoi nous devons nous atteler. Et nous avons déjà fait en partie ce travail. Je me pose la question, avec l'aide du PNUD, ce travail que nous avons fait avec le PNUD, pourquoi jusqu'alors il n'est pas mis en musique? Parce que la corruption nourrit la politique, parce que la générosité, vous voyez ça? Regardez un peu la générosité de certains membres du gouvernement envers certaines localités qui sont les leurs et dont ils seront candidats. C'est une forme de corruption. Non, ce sont des pratiques qui sont... Il y a beaucoup de pratiques qui sont légion dans le paysage politique national, tout bord politique confondu. Sortons de l'affaire Nzouba, sortons tous ces cartons-là, mettons-nous ensemble et moralisons la vie publique dans notre pays. Parce que 1 milliard, je vous assure, je peux vous dire, c'est le pipi des chats par rapport à ce qui sort de notre pays. C'est quand même 1 milliard de francs CFA. Oui, mais c'est le pipi des chats. Je commence à vous dire, pour eux, hein, monsieur, je connais un homme politique gabonais qui disait que, hein, à l'époque, hein, eux, ils volaient avec des valises. Aujourd'hui, c'est avec les tractopelles. Ce n'est pas moi qui le dis. Donc, ne nous focalisons pas, parce qu'on risque de passer à côté de quelque chose d'essentiel. On fait un procès, on fait un petit boulot, après ça passe. On découvre quelque chose, après ça passe. Mais au finish, qu'est-ce qu'on gagne? On doit maintenant se poser la question. Comment faire pour que certaines choses, ces pratiques, ne puissent plus avoir lieu dans notre, justement, dans notre pays. Au sein de la société civile, qu'envisagez-vous faire au sein du COPIL citoyen, par exemple? On ne vous a pas entendu, je ne pense pas avoir entendu le COPIL citoyen sur cette affaire Ouais, parce qu'il y a d'autres qui sont... en termes de moralisation de la vie publique? Non, parce que il faut souvent éviter d'agir dans l'émotion. Et je vous ai dit encore ce que j'ai dit tout à l'heure, que la forme trahit le fond. Mais le reproche qu'on vous fait à vous, par vous nécessairement, Marcel Libama, à certains acteurs de la société civile, c'est justement d'avoir ce traitement, ce regard à géométrie variable, comme je l'ai dit. C'est-à-dire qu'on aurait attrapé, on aurait mis la main sur un militant de premier plan du Parti démocratique gabonais avec 1 milliard de francs CFA à la frontière, que vous auriez eu un discours plus dur, plus incisif à son égard. Monsieur Pambo, je vais vous rafraîchir la mémoire. Lorsque le membre du bureau politique du PDG, M. Maurice Mabiala, avait été accusé
d'avoir détourné près de 1 milliard. Moi, Marcel Ibaman, j'étais à la DGR pour exiger sa libération, même du Parti démocratique gabonais. Aujourd'hui, nous nous battons. Qui se bat aujourd'hui pour Alianga Lacruche? Qui se bat aujourd'hui pour Tanassa? Qui se bat en dehors de nous, les membres de la société civile? Tous ces camarades du parti, tous ces frères et autres ont disparu. Il n'existe maintenant que nous, la société civile, à travers le copil citoyen, à travers SOS prisonniers, à travers tous les pans de la société civile, que ce soit sur le plan national et international. Donc nous avons toujours été aux côtés, non seulement de ceux qui sont dans la majorité, mais dans l'opposition aussi quand ils sont en danger. Parce que quand ils sont en danger, ils n'ont plus que nous. Ils n'ont plus que nous. Le parti ne les soutient plus du tout. Le parti ne soutient jamais ses membres en difficulté, vous le savez. Ils ne reçoivent là-bas les visites que de nous autres là. Donc c'est nous faire un mauvais procès. Nous sommes pour des règles qu'il faut établir, qui doivent être justes pour tous. Nous sommes pour des règles d'impartialité dans la nomination à certaines fonctions. C'est ça la moralisation de la vie publique. Il est pour nous hors de question aujourd'hui que vous allez prendre quelqu'un comme le Premier ministre de la République, lorsqu'il y a des mesures individuelles importantes, qui n'est même pas au courant, alors que le Premier ministre, dans un pays comme le nôtre, est le patron de l'administration. Donc quand le président de la République nomme des hauts fonctionnaires de l'administration, il doit quand même consulter le Premier ministre ou le ministre de tutelle. Parce qu'au Gabon, pour être ministre, vous regardez vous écoutez les nominations individuelles au même titre que nous, à la télé. Ce qui n'est pas normal. Or, le processus de nomination devait intégrer d'autres composants de la société. Par exemple, le Parlement. Aux États-Unis, on peut, par exemple, vous nommer ambassadeur, mais il faut l'accord aussi du Parlement. Parce qu'il y a l'éthique, il y a la moralité, il y a aussi la probité morale. Au Gabon, vous allez voir que vous détournez, vous êtes encore promu. Vous tuez une entreprise, parapublique ou publique, on licencie les gens, mais le directeur qui est responsable de ces licenciements, de la mort de l'entreprise, lui, il est encore couvert, il a encore un autre poste, une autre fonction encore plus élevée. On a comme l'impression que plus tu voles, plus tu détruis, plus tu détournes, plus tu es élevé. Donc, la crise que nous avons, que j'ai qualifiée dès le pied, qu'une crise multidimensionnelle, qui est une crise à la fois politique, à la fois économique, à la fois sociale, mais pire, c'est une crise qui nécessite la moralisation de la vie publique dans notre pays. C'est-à-dire qu'il est important, évidemment, qu'il y ait un nouveau paradigme à ce niveau-là, que les acteurs politiques au Gabon se soucient davantage, évidemment, du bien-être des populations. C'est le vœu d'Ali Bongo Ondimba qui souhaite davantage améliorer les conditions d'existence des populations gabonaises à travers un ensemble de réformes qui sont donc initiées. Donc il y a cette nécessité-là de faire en sorte qu'on n'entre plus en politique pour sa propre réalisation sur le plan social, mais plutôt pour être au service des moyens entiers, des populations, du peuple. Non, ça doit devenir un sacerdoce. Monsieur Sira, ça devait être comme ça. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que l'intérêt personnel, en cette période de crise, prime sur l'intérêt général. Parce que l'intérêt général, ce n'est qu'un slogan pour beaucoup. Ce qui est important, c'est l'intérêt personnel. L'intérêt général n'est autre chez nous qu'un slogan. Qui travaille pour l'intérêt personnel? Qui travaille pour l'intérêt général? Personne. Personne. Chacun se bat pour sa petite localité, chacun se bat pour son petit coin, chacun se bat pour sa petite famille. Personne ne se bat pour le pays. Regardez seulement récemment les affectations dans le secteur où je suis, l'éducation nationale. Allez lire les chefs d'établissement. Ils sont chacun dans son village, chacun dans son bled. Chose que nous avons appris un peu partout. On n'avait pas les chefs d'établissement qui étaient de la même province, de la même ethnie que nous. Mais quand vous avez ce type de nomination en période électorale, ce personnel serait plus aux côtés de son mentor politique pendant la campagne que de s'impliquer dans le management de l'établissement. Ça, ce sont les réalités auxquelles nous devons nous attaquer. Parce que ce mal-là provient d'abord de l'école. Parce que c'est l'école là où on fabrique les citoyens. Mais cette école aujourd'hui que nous avons fabriquée, c'est l'école des tricheurs. Parce que quand vous êtes 4, 5 par table banc,
il n'y a plus de travail individuel. Marcel. Vous huetez sur les autres. Donc, ce même enfant qui triche au niveau de la salle de classe, c'est le même aussi qui va tricher aux élections. Marcel Libama, est-ce que vous pensez que ce serait faisable dans un avenir proche, donc à court terme ou moyen terme, sachant que la classe politique nationale au Gabon aujourd'hui est encore dominée par ces acteurs qui font de la politique depuis 3-4 décennies maintenant dans notre pays, que ce soit, ce sont les mêmes. C'est pas leur faute. Ce sont les mêmes. Mais c'est pas leur faute. Ce sont les mêmes que l'on retrouve, que ce soit du côté de la majorité comme de l'opposition. À qui la faute? Et d'ailleurs, ceux qui sont dans l'opposition sont des transfuges de la majorité, les anciens PDGistes. Alors, il y a aussi cette espèce de découragement peut-être, une jeunesse qui représente la majorité de la population, mais qui semble être en rupture avec les politiques ou qui ne croient pas, la politique ne fait pas rêver nos jeunes, c'est pas propre au Gabon, même en Afrique. Est-ce que vous pensez que c'est une erreur? Bon, mais parce que c'est un fait réel que nos politiques sont déconnectés des réalités. Nous vivons aujourd'hui une crise de confiance entre les gouvernés et les gouvernants. Beaucoup n'y croient plus. L'espérance est morte. Il y a maintenant la peur du lendemain. On a maintenant la peur des uns et des autres. Donc, il y a quelque chose qui s'est cassé dans le pays et qu'il faille aujourd'hui reconstruire. Et cette chose, c'est la confiance. Sans confiance, la confiance, ça n'a pas de prix, mais c'est quelque chose d'essentiel quand on veut conduire un pays. Or, nos responsables sont suspectés de corruption ou de conflits d'intérêts, alors que les responsables politiques ne doivent pas être suspectés. Je dis bien, on ne doit pas avoir des soupçons de conflits d'intérêts, on ne doit pas avoir des soupçons d'enrichissement illicite, on ne doit pas avoir des soupçons de corruption. Et ce que nous demandons à nos autorités, qu'une seule chose, l'exemplarité. Voilà, cette jeunesse n'a pas de repères. Il faut des hommes politiques qui prêchent par l'exemplarité. Il faut déclarer publiquement, c'est bien, quand on veut faire de la politique. Il faut déclarer publiquement, c'est bien. On déclarer 1 milliard 190 millions qui vient d'un pays étranger, il faut déclarer publiquement. Il faut déclarer, c'est bien. Moi, je suis pour la déclaration des biens, je me suis toujours battu pour cela. Ça aurait permis aux Gabonais de faire quoi? D'appliquer, de faire le contrôle citoyen de l'action publique. Quand on va regarder ces biens dans le site du gouvernement ou le site de l'Assemblée nationale, on va remarquer que non, il a une maison dans notre quartier, mais qu'on ne voit pas là-dedans. Non, quelqu'un à l'étranger va dire que non, ici à Toulouse ou en Espagne, il a un château, mais qui n'est pas mentionné là-dedans. Les gens feront attention. Les gens feront attention. Mais donc, tant qu'on ne se penche pas sérieusement sur cette moralisation de la vie publique dans notre pays, ce que je dis n'est pas valable pour les gouvernants. Même nous, les syndicalistes, les leaders d'opinion, nous sommes aussi des hommes publics. Nous devons aussi être transparents. Les syndicalistes doivent savoir exactement que Marcel Libama, il est professeur de didactique de mathématiques, voilà ce qu'il gagne. Il faut être transparent. Mais est-ce que vous êtes soumis, oui, à cette oui, exercice? au Sénat, dans nos statuts et règlements, vous êtes soumis à déclarer vos biens. Quand vous êtes élu, vous l'avez jamais rendu public? Non, mais notre public, le Congrès, c'est devant nos militants et nos militantes. Mais les Gabonais veulent savoir. Mais nous ne sommes pas des élus nationaux. Mais vous êtes un élu, non? Vous êtes conseiller municipal. Mais ça, on le sait, c'est 150 000 francs. Par session, il y en a deux. Ça fait 300 000. On le sait, il n'y a rien à cacher. Aujourd'hui, on va vous dire le salaire, on va vous dire que les ministres ont un tel salaire. Vous le savez, tout le monde sait le salaire des ministres. Mais ce qu'on ne vous dit pas, qu'ils ont aussi une prime trimestrielle, donc personne ne sait le montant. Et tout ça, ça crée des spéculations. Donc, un homme public doit rendre public ses revenus. C'est ça, les exigences. Il faut couper les pieds l'herbe sur les emplois familiaux. Ce n'est pas normal que, quand c'est le tel ministre qui est mien, on voit encore ses enfants qu'il a amenés du village, qui occupent des fonctions ou des responsabilités dans son cabinet. Ce n'est pas bon. Quand vous n'êtes plus... parce que vous savez qu'il y a des avantages qui sont liés à des gens qui ont assumé des responsabilités. On vous dit par exemple que vous avez droit à un chauffeur, vous avez droit à une secrétaire, vous avez droit à un aide-camp. Mais parfois, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils prennent? Ils prennent leurs parents, qui donnent ses postes. Mais c'est sale, c'est vilain. Ils doivent rembourser l'argent là. Ils ne doivent pas transformer
ces emplois publics en des emplois familiaux. Il y a tous des emplois familiaux qui sont rémunérés dans le budget de l'État. C'est un processus qui va prendre du temps. Il faut davantage en parler pour l'instaurer de façon progressive. Mais tout le monde, comme tout le monde le fait, ça arrange tout le monde. Surtout ceux qui ont les manettes de l'administration du pays. Surtout pour ceux qui ont les manettes, des caisses de l'État. Ça les arrange pour faire la politique politicienne, pour faire la République au village. Donc ça arrange. Parce que lorsqu'on va mettre ces mécanismes-là, on va passer maintenant à l'excellence. On va passer maintenant au mérite. Et tordre le cou à la médiocratie. Parce qu'on a comme l'impression qu'on a tendance à valoriser les bras cassés que les bras valides. Alors, quel signal finalement le politique donne au Gabon, aux administrés, quand on voit, je reviens sur cette affaire Guidzo Bandama, à travers la circulation d'autant de... il faut, moi je crois que... D'argent avec autant de facilité. Moi je crois que nous sommes tous conscients dans ce pays que les gens ont sorti beaucoup d'argent de ce pays. Beaucoup, trop d'argent est sorti des caisses de notre pays pour l'extérieur. Je crois aussi qu'il faut maintenant réfléchir sur le mécanisme inverse. Comment inciter, au moment où là où il y a la crise de l'emploi, il y a la flambée des prix, les Gabonais sont en train, je vous rassure, de tirer le singe par la langue. Est-ce qu'il ne faille pas réfléchir sur des mécanismes pour ramener les sous qu'ils ont amenés à l'extérieur, de ramener ça au pays? Ça ne sert à rien de regarder les gens en prison. Ça ne va rien nous ramener. Moi, je crois qu'on devrait négocier avec ces gens-là pour voir comment ils peuvent amener un peu, je dis bien, juste un peu, au pays pour booster nos économies, pour créer les emplois. Pour créer des emplois. Parce que dans certains pays, hein, je ne vais pas les citer, mais c'est l'argent de la drogue qui finance l'économie de tout un département. Les autorités ferment les yeux parce que c'est ce qui fait vivre ces gens-là. Parce que le milliard dont vous parlez de Nzouba, s'il amène ça au Gabon, il fait la politique avec. Mais la politique, ça crée aussi des emplois pendant la campagne. Il y a une redistribution. L'argent de la campagne va dans la poche des Gabonais parce que ce sont eux les électeurs. L'argent de la campagne ne va pas dans la poche des étrangers. L'argent qu'il a, je ne sais pas, hein, la destination de cet argent, mais je suppose, vu qu'il est probablement l'un des candidats à l'élection présidentielle, cet argent va servir à distribuer les Gabonais. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose qu'on amène cet argent pour distribuer aux Gabonais. Que prendre cet argent d'ici, aller distribuer aux étrangers, aller entretenir des villas et autres à l'extérieur. Donc, moi je vous dis, hein, entre deux mots, je choisis le moindre. Vous parlez de distribuer aux Gabonais sous forme d'achat de conscience, c'est ça? Non, parce que la campagne au Gabon, pour être président de la République, une campagne présidentielle, il faut au bas mot 20 milliards de francs CFA. Pas 1 milliard. On ne peut pas être président au Gabon avec 1 milliard. Ça, c'est de la paille. Ça, c'est son argent de poche. Ça, ce n'est pas pour faire la campagne. Parce que pour faire la campagne, allez-y demander à Jean Ping, il va vous donner un montant. Allez-y demander au président Léo Mabo, il va vous dire combien coûte une campagne. Pas moins de 20 milliards de francs CFA. Et avec le niveau des revenus de Guidzo Bandama, quand vous voyez son parcours politique, administratif et autres, pour moi, 1 milliard, vraiment, ça, c'est son argent de poche. Marcel Libaman s'achemine vers la fin de cette émission. Que retenir finalement en guise de bilan par rapport à votre regard sur la situation actuelle du landorno-politique au national et ces genres de pratiques déviantes qui ont longtemps existé et qui existent encore d'ailleurs malheureusement et qui ne sont pas propres au Gabon, on l'a dit, même dans les pays des grandes démocraties. Évidemment que ces questions liées au financement des partis politiques, parfois des financements occultes de la République de Mallette dénoncée par Pierre Péan, par exemple, dans son livre, quel regard finalement? Bien, le défenseur des droits de l'homme que je suis, et en bon gabonais, donc défenseur de la Constitution, je vous ai parlé de la Constitution, de son article 1er, alinéa 1,
sur le respect de la dignité humaine. Moi, ça m'a plus touché que les milliards. Monsieur Pambou, vous êtes un monsieur, vous êtes un humain. Quel que soit ce que vous avez fait, on doit respecter votre honneur et votre dignité. Ce n'est pas une raison de bafouer cela. Et ça m'a interpellé. Et si on bafoue, on le fait sciemment comme ça a été fait, c'est qu'il y a anguille sous roche. C'est qu'en dehors de cette affaire-là, il y a l'affaire dans l'affaire. Et c'est exactement cela. Et je crois que laissons les magistrats de notre pays faire leur boulot en toute sincérité et en toute impartialité. Parce qu'en matière de détournement, chers compatriotes, je vous dis que chaque année, nous perdons plus de 500 milliards de francs CFA. Et là, ce n'est pas un milliard qui sort du pays, c'est un milliard qui rentre dans le pays. Ce n'est pas scandaleux. Parce que j'ai appris qu'on a mis ça dans le trésor. Dans le trésor, non? Mais si c'est dans le trésor, ça veut dire que ça va servir peut-être à la construction des écoles, ça va peut-être servir à la réfection de routes. Ce n'est pas une bonne nouvelle? Entre le mineur qui voyage et celui qui arrive, quelle est la bonne nouvelle? Donc, c'est une bonne chose. Si cet argent, on remet à Djouba, je sais toujours que ce serait distribué entre les Gabonais. Cet argent-là, nous sommes tous des Gabonais. Monsieur Pambou, je suis venu à votre émission. Si vous avez reçu quelque chose, vous m'aurez payé le taxi parce que je n'ai rien dans ma poche là. Vous aurez dit, monsieur Libaman, payez le taxi pour rentrer. Et moi aussi, quand j'arrive au quartier, j'offre aussi 3 ou 4 bières à des collègues qui m'ont suivi et qui sont contents de l'émission. Et comme ça, là, chacun reçoit un peu. Mais tout le monde n'a pas la chance de faire entrer 1 milliard 190 millions hein, par les frontières. Mais bien sûr, tout le monde n'a pas cette chance, mais tout le monde aussi n'a pas eu accès à des hautes responsabilités. Ce n'est pas de l'argent volé. Vous n'en savez rien, de toutes les façons. Oui, c'est pourquoi je dis que ce n'est pas de l'argent volé. Jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas l'argent volé. Et vous savez comment ça fonctionne. Il y a des salaires officiels, il y a des salaires officieux. Quand vous étiez à la période, tout le monde savait que quand vous étiez reçu par Bongo, vous nous sortiez rarement. Vous, Marcel Libaman, vous êtes un fonctionnaire gabonais, vous travaillez au Gabon pendant plusieurs années, ou depuis plusieurs années, mais vous allez ouvrir un compte bancaire au Congo. Oui. Vous ne faites pas confiance aux banques Bien gabonaises? sûr. Parce que, je vous dis, hein, j'ai déjà vu des hommes politiques ici, là, la justice demande d'aller prendre l'argent dans votre compte, on vous retire l'argent. La justice est aux ordres. La justice est aux ordres. On peut demander de bloquer votre compte. On peut demander de payer une indemnité. On va prendre de force l'argent dans votre compte. Donc, ce sont les pratiques qui sont courantes. Les gens, pour sécuriser leur argent, même eux-mêmes, ceux qui dirigent ce pays-là, les gros taux de ce pays-là, nous savons que le gros de leur villa, de leur maison, ce n'est pas au Gabon. Mais nous savons que beaucoup de leurs biens se trouvent à l'extérieur du pays. Pour une somme aussi importante, ce n'était pas plus Elle simple. n'est pas. C'est pas plus je vous dis, à ce niveau. Non, Marcel Libaman, c'est 1 milliard de francs CFA. 1 milliard de francs CFA. Est-ce que ce n'est pas plus facile, si vous avez un compte dans un pays étranger, de faire un virement bancaire? C'est plus simple que de mettre ça dans les valises. Faites la politique, soyez opposants, farouches au régime, et allez mettre votre argent là, vous voyez ce qu'ils vont en faire. Quelle peut être votre conclusion, Marcel Bon, ma conclusion est la suivante. Ce type d'émission, on devait les multiplier sur la moralisation de la vie publique. Parce que moralisation, vous allez trouver la racine latine moralis, qui dit mœurs. Donc ce sont des mœurs là qu'il faut codifier à partir d'un référentiel que les uns et les autres, sur lequel nous nous accordons pour dire plus des emplois familiaux, plus de conflits d'intérêts. Il faut prévenir les conflits d'intérêts. Il est hors de question d'avoir les entreprises et être dans une institution de notre pays. Il faut éviter de doubles emplois. Il faut éviter les doubles mandats. Il faut plafonner les campagnes électorales. Il faut financer, mais il faut un organe pour réguler tout ça là. C'est pourquoi je propose qu'on mette en place une haute autorité pour la transparence de la vie publique. Que les déclarations des biens se fassent publiques. Ce n'est plus envoyer le petit papier qu'on va envoyer. Non, les citoyens doivent pouvoir consulter cette déclaration. Et cette autorité
soit même, après un certain nombre d'années d'exercice à une fonction, à une très haute fonction publique, soit capable de donner un avis sur l'évolution de ses biens, pour nous permettre de dire qu'il ne s'est pas enrichi ou il s'est enrichi, ou ce qu'il a est conforme avec ses revenus. Ce n'est que comme ça là, que nous allons éviter ce type de méfaits. Parce que si on ne réglemente pas, et tout est permis pour un camp et pas pour un autre, mais il y a la survie. On va chercher à faire rentrer son argent par tous les moyens possibles. Marcel Libama, merci. Merci d'être passé dans notre émission Le Métronome. Nous avons donc abordé cette actualité relative à la désormais affaire Guy Nzouba Ndama. Je rappelle que vous êtes membre fondateur du COPEL citoyen et conseiller stratégique au sein de la CONACICED. On aura le plaisir de vous retrouver dans cette émission ou dans un autre programme de télé africain les prochains jours. Merci et bonne suite des programmes sur votre chaîne. C'est moi qui vous remercie.